Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Jeudi dernier, j'ai eu la chance d'assister à l'Open Education Night organisé par Redflex. J'étais conviée par une fidèle auditrice du podcast et j'étais ravie de pouvoir aller explorer de plus près ce que percevaient des dirigeants de la formation de grands groupes français internationaux, des tendances et des enjeux actuels. Alors, était présent, pour vous donner un petit panorama, Jean-Roch Houllier, de chez Safran, Xavier Durochat, BNP Paribas, Anne Grechbin, Air France, Franck Bayet, Capgemini, Stéphanie Haring, du groupe Bell, Isabelle Mancel, de Thales, et Nadège Reil, de Schneider Electric. Donc, ces personnes, en fait, ont partagé un petit peu leur constat, et moi, je vais vous les livrer en 3 catégories. La première chose, on va parler du pourquoi. Pourquoi la formation est centrale aujourd'hui. La deuxième chose, c'est... quoi ? En fait, la formation est centrale, mais qu'est-ce qu'en attendent les collaborateurs ? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir dans cette formation ? Et ensuite, le comment. En fait, en gros, quand on a compris que c'était central, ce que voulaient les collaborateurs, comment on le met en œuvre, comment on crée une culture apprenante, puisque la culture apprenante est vraiment vue aujourd'hui comme une des clés de la bataille de l'engagement. Et 2, comment est-ce que, pour la créer, on donne envie aux collaborateurs de se développer. Parce que entre l'intention et l'action, on sait qu'il y a toujours une petite marche, parfois grande. Alors, on va commencer par le pourquoi. Donc, le pourquoi, la première chose qui a été constatée, en fait, et ça a été constaté par Isabelle Mancel de Thales, dans une étude qu'elle a réalisée avec ses équipes auprès de leurs collaborateurs, en grande partie ingénieurs, mais c'est aussi quelque chose dont parlaient les autres intervenants et que j'entends souvent, il y a une forte demande des collaborateurs de se former régulièrement pour garantir leur employabilité. Alors c'est vrai que chez les ingénieurs, ça paraît juste une évidence, vu les vitesses d'évolution des technologies, etc. Mais c'est vrai de plus en plus, et je sais que ça met les entreprises dans l'inconfort, parce qu'on se dit investir dans les collaborateurs, tout ça pour qu'ils partent, c'est parfois un petit peu douloureux. Et en même temps, je pense que c'est un sujet central. C'est un sujet central, en fait, on a 2 postures. Soit on a peur que les gens partent, on a peur de les perdre, on fait tout pour les retenir, mais on les nourrit pas. Là, si vous mettez ça sur d'autres relations, vous verrez bien que ça ne marche pas. Soit on choisit d'investir dans eux et de leur faire confiance sur le fait que on les nourrit, on les fait grandir, soit on les perdra pas, soit si on les perd, c'est-à-dire s'ils sortent de l'entreprise, en fait, on ne les perd pas vraiment parce qu'ils deviennent nos premiers ambassadeurs, voire nos clients. Donc voilà, donc ça c'était la première chose, c'était le besoin, la volonté des collaborateurs de se former régulièrement pour garantir leur employabilité, face à laquelle je disais, je pense que c'est une posture qui est importante de la part de l'entreprise, aussi dans son rôle social. Et justement, puisqu'on arrive au rôle social, on va parler du comment, pas du comment, du quoi, qu'est-ce qu'on met dedans. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'attente des collaborateurs est de pouvoir être formés sur multitude de sujets, y compris des sujets qui ne sont pas directement liés à l'activité professionnelle occupée. Ça, c'est important. Je parlais de rôle social de l'entreprise, c'est aussi son rôle par rapport à ça. Ça ne veut pas dire de partir dans tous les sens, mais en tout cas d'avoir une approche structurée qui permet ça quand ça correspond à un projet, à quelque chose de construit. Et on voit aussi des entreprises assez grosses, qui ont construit des programmes, pour le coup, qui sont même accessibles à la famille des collaborateurs. Donc là, c'est encore une autre démarche. Donc voilà, il y a vraiment l'accès de la formation à tous, ma conviction, c'est qu'elle doit rester quand même assez construite pour pas qu'on parte dans tous les sens, mais d'avoir un prisme, une façon de voir différemment. Et globalement, d'ailleurs, les responsables, les directeurs formation présents disaient ils ont eu besoin de faire évoluer leur posture, évoluer leur vision, etc. pour répondre à ce qui se passe aujourd'hui. La deuxième chose, quand on parle de quoi, c'est que les collaborateurs ont envie de plus en plus d'apprendre de pair à pair. On appelle ça le social collaborative learning ou encore le peer-to-peer learning. Donc en fait, ça permet, c'est un développement des compétences qui s'appuie sur les échanges entre apprenants. Alors des choses que vous avez forcément vécues déjà en formation, assez classiquement. Mais là, ça devient un vrai levier à part entière. On structure la formation avec ça. On structure la formation avec ça, à la fois sur un plan pédagogique, mais aussi
en partant d'un point de démocratisation des apprentissages, d'horizontalité, en se disant que chacun a à apprendre de l'autre et que chacun a à apprendre à l'autre. Donc ça va vraiment dans ce double sens de... On le fait en modalité pédagogique, mais on le fait aussi sur le fond par rapport à ce qu'on apporte, parce qu'on sait qu'il y a un apprentissage mutuel. Et c'est vrai que si vous avez déjà fait du co-développement ou des choses en groupe, vous voyez bien qu'à chaque fois il y a un côté rassurant, vous vous sentez moins seul, il y a un côté miroir qui vous permet de voir des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, et puis il y a un côté eureka qui vous permet aussi de trouver des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et c'est cet apprentissage en pair-to-pair, une des intervenantes soulignait qu'elle avait étudié ça de près, et qu'elle avait vu que ça permettait en fait de partager ce qu'on avait compris, donc d'ancrer et de s'approprier plus facilement les apprentissages. Donc ça c'était vraiment sur le pourquoi. Et avec voilà. Et juste un point que je voulais ajouter là-dessus, c'est que on me demande souvent ce qu'est l'entreprise de demain. Je sais que je ne sais pas, mais par contre, je crois beaucoup à ces tendances d'ouverture, de partage, d'apport mutuel, et je les trouve vertueux pour notre société, vecteur de solidarité et de diversité. Donc la troisième chose, je vous ai parlé du pourquoi, je vous ai parlé du quoi, et maintenant le comment. Comment on crée cette culture apprenante et comment on donne envie aux collaborateurs de vraiment passer à l'action. Donc, un des dirigeants est revenu sur l'importance du plan de développement, du fait que le manager aide le collaborateur à construire un plan de développement et le suive. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Moi, je vais un petit peu plus loin, c'est quelque chose d'ailleurs que je vous propose dans le programme L'entreprise de demain, c'est que je pense que ce plan de développement doit pouvoir intégrer vos envies à 360 en tant que professionnel, mais du coup que vous puissiez, voilà, j'ai tendance à vous faire avoir un regard un peu plus large, aussi utiliser d'autres outils pour sortir purement de la logique de mon poste dans l'entreprise où je suis, parce que ça a tendance un peu à nous verrouiller, à nous mettre des... Voilà. Et on sait qu'aujourd'hui, il faut pouvoir évoluer de manière très transverse sur des métiers différents. On est parfois très bien accompagné dans l'entreprise là-dessus, parfois moins, et je pense qu'on a pleinement son rôle à jouer, sa responsabilité. En tout cas, on a insisté sur le rôle de plan de développement, sur l'importance du plan de développement. Et puis ensuite, on s'est dit, comment on donne envie ? Alors, pour donner envie, il y a 3 choses. Il y a le peer-to-peer learning, donc apprentissage de pair à pair dont on parlait plus tôt. Il y a le fait de s'appuyer sur les communautés professionnelles dans l'entreprise pour leur demander de nous aider à faire de la curation de contenu de formation et de qu'est-ce qui est pertinent pour les collaborateurs. Donc c'est à la fois, on donne accès à beaucoup de choses, mais on construit, on structure. Et puis un autre point qui me paraît important, qui a été évoqué par les intervenants, qui était de sacraliser les bulles de temps. De voir comment chacun allait pouvoir consommer du savoir au moment où il en avait besoin, et comment ce temps pouvait être organisé dans la vie professionnelle. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Des apprentissages au fil de l'eau, vous savez, c'est comme le sport, il vaut mieux un peu tous les jours que tout d'un coup beaucoup, qu'on peut intégrer au fil de l'eau et qu'on peut aussi intégrer à notre agenda. C'est tellement quelque chose auquel je crois que c'est aussi un des points à partir duquel j'ai construit le programme L'entreprise de demain. Et ça, c'était vraiment souligné. Et c'était pour eux quelque chose sur lequel ils veulent travailler avec les managers pour qu'ils apprennent à sacraliser ce temps, à l'organiser dans la vie professionnelle, enfin qu'ils apprennent à apprendre à leurs collaborateurs. Et puis, si certains restent à convaincre de l'importance de se former, on avait en introduction Pierre-Henri Chuet, qui est un ancien pilote de Rafale, qui intervenait et qui expliquait justement que dans un monde en croissance exponentielle, on avait besoin de se former en permanence, de prendre en main, comme il disait, son cockpit. Et comment, en fait, il disait comment le faire sans saturer son cerveau d'information et d'apprentissage. Eh bien, à chaque fois qu'on va, en faisant un brief, c'est-à-dire qu'à chaque fois avant qu'on commence une action de formation, qu'on commence quelque chose, on se demande pourquoi on va le faire, et qu'ensuite, à chaque étape, on débrief. Alors, là, en l'occurrence, avec soi-même. Et c'est aussi quelque chose, pour vous dire, que j'ai appris à faire, moi, qui lis énormément de livres pour le podcast et pour mon plaisir personnel. Je m'apercevais que malgré mes notes électroniques que je relisais, je perdais beaucoup de ce que je lisais. Et en fait, j'ai appris, c'est quelqu'un qui m'a donné ce truc-là et que je trouve assez redoutable. Avant de démarrer un livre, j'écris dans mon carnet le pourquoi je veux lire ce livre, qu'est-ce que j'en attends, et à la fin de chaque chapitre, qu'est-ce que j'en apprends. Et après, ça me permet de voir un petit peu si ça a répondu à ce que je cherchais, déjà. Et ensuite, tout de suite de dire, du coup, qu'est-ce que je mets en place par rapport à ça. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le tour des sujets qui ont été évoqués, qui sont certainement pas exhaustifs. Il y a certainement beaucoup d'autres enjeux. Si vous en avez à me suggérer, n'hésitez pas
je serai ravie d'échanger avec vous. J'espère aussi creuser le sujet, et c'est prévu, avec certains des intervenants qui étaient là ce soir-là. Et en attendant, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous rappelle de ne pas oublier de noter le podcast, de le faire connaître, de le commenter. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans le prochain épisode.